Bonsoir à tous. Un grand merci à l'équipe de l'École de l'Anthropocène de nous accueillir avec autant de gentillesse et de luxe de présentation. Moi, je suis là pour vous parler ce soir de Albertina Nancherham-Towitz, qui est une figure de la lutte pour les droits des femmes indigènes et pour la défense de la forêt amazonienne. Et ces deux luttes, elles sont intimement liées pour elle. Donc j'ai eu la chance pendant 17 années de la côtoyer, de travailler avec elle donc, dans les communautés Jivaro et de recueillir le récit de sa vie. C'est un récit qui a un intérêt historique véritable, puisqu'elle est au cœur de tous les bouleversements, de toutes les luttes qui ont frappé les populations autochtones ces 50 dernières années. Donc elle a connu un monde traditionnel dans son enfance, une forêt intacte, et ce, avant l'arrivée des colons dans cette vallée de l'Alto Mayo dans les années 60. Et donc elle m'a fait découvrir toute la poésie, toute la complexité aussi de cet univers Jivaro, avec un talent de conteuse, une mémoire extraordinaire des événements, des micro-événements, chaque son, chaque odeur de la forêt était présente dans son récit, et jusqu'aux onomatopées pour décrire le vol des différentes espèces d'oiseaux. Il y avait la perdrix qui fait setchak, 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 la panguana qui fait tchacham, 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 et les vols de toucans, quand ils se posent, qui font ça, 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 ça. Voilà, ça c'était Albertina. Donc je l'ai connue en 1994, alors qu'avec Carlos, nous venions de créer une réserve pour protéger la faune sauvage. Et nous avions commencé donc beaucoup de confiscations de primates, d'oiseaux, de tortues, etc. Et pour les réintégrer à la vie sauvage, il fallait des connaissances que nous n'avions pas. Et c'est là que j'ai pris contact avec la communauté Jivaro d'Awahun, où Albertina était déjà co-dirigeante de cette... et c'est à ce moment-là, dans ce contexte-là, que notre amitié s'est nouée autour des plantes. Donc là, je pense qu'il y a... Là, ça c'est Albertina, voilà. Donc elle avait une connaissance des plantes absolument étonnante, que ce soit les plantes qui font revenir l'homme volage, celles qui permettent de diminuer les menstruations chez les femmes, les plantes qui se mangent, celles qui soignent, etc. C'était quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et puis ensuite, elle est devenue l'une de mes principales informantes quand je travaillais dans un projet de développement dans les communautés de migrants et les communautés indigènes. Et donc on se retrouvait dans des communautés complètement isolées, et on passait très souvent des nuits ensemble, ou alors dans des familles Jivaro. Et là, il y avait vraiment le talent des grands orateurs Jivaro qu'elle connaissait très bien, puisqu'elle était la fille d'un ancien chef de guerre, un Kakaram, mais surtout d'un Chichamanentin, c'est-à-dire d'un homme dont les paroles comptent. Et donc, c'était donc un enchantement, effectivement, d'écouter Albertina pour tout ça. Et donc, je voulais vous dire aussi que, oui, pour elle, c'était très important, ce récit, qu'il soit publié. Et donc, c'est une promesse que je lui ai faite et que j'ai tenue donc, tardivement après sa mort, puisqu'elle est morte en 2013. Voilà. Donc, ensuite... Qu'est-ce qu'on a comme... voilà, ça c'est dans tous les enregistrements que j'ai faits, puisque j'ai griffonné beaucoup de notes au cours de nos conversations, mais je l'ai également enregistré pendant longtemps. Donc pour qu'on puisse comprendre un petit peu son action, sa dimension, on va regarder un petit peu sa vie de dirigeante. Donc je crois qu'il y a un tableau là-dessus. Après ça, Carlos, non ? Voilà, donc ça c'est un petit peu ces réalisations... donc là, effectivement, comme vous pouvez voir, donc elle a été dirigeante de la première organisation Awahun, OAM, qui a ensuite intégré tous les autres peuples indigènes de la région, puis après au niveau des populations quechua des Andes péruviennes, donc au niveau national.
Et ensuite, elle a eu une action également au niveau international entre le Brésil et l'Équateur. Et ça a été l'une des premières qui a ouvert la voie aux femmes. Et récemment, il y a une femme Jivaro qui est devenue chef, on peut dire, d'une communauté à Wakun. C'est la première fois que ça se produit et c'est vraiment elle qui a bien ouvert ce chemin-là. Voilà. Alors après, on va vous présenter une vidéo d'Albertina qui est une sorte de recompilation de différents documentaires qui ont été faits, dans lesquels elle a été présente avec nous. Alors, je vous demande de nous excuser parce qu'on n'est pas des professionnels, donc il y a certainement peut-être des longueurs et des choses qui ne sont pas très, très parfaites techniquement. Mais enfin, en tout cas, ça vous permettra d'avoir Albertina devant vous. Voilà. Au Pérou, la forêt amazonienne disparaît. Une Française, Hélène Colongue, se bat pour sauver les animaux et les hommes pour nourrir les populations grandissantes. Couper des arbres, relancer l'agriculture, c'est supprimer directement les espèces animales, mais aussi les populations indigènes. Car il ne faut pas l'oublier, l'Amazonie reste avant tout la terre des Indiens. Les Aquarunas ont vu depuis une quinzaine d'années l'arrivée de milliers d'agriculteurs. Pour une parcelle de riz, c'est une partie de leur histoire qui disparaît. Ce sont leurs terres que le gouvernement a données aux agriculteurs. Hélène est la seule occidentale à être en contact avec les Indiens. Elle se bat à leur côté pour que leurs cris soient entendus. Entre les Indiens et les paysans, qu'ils surnomment les colons, une guerre de plus a commencé. 11 colons ont été tués par les Indiens ces 3 derniers mois. Avant que les colons n'arrivent, le fleuve était transparent. Nous, les Aquarunas, on pouvait boire l'eau directement à la source. Mais maintenant que les colons sont là, ils font de l'élevage. Des porcs, des vaches. Et nous, on ne peut plus boire l'eau, parce qu'elle est tout simplement contaminée. Véritable mémoire collective de la forêt, les Indiens savent utiliser les arbres comme médicaments. Ça, c'est un remède. Un remède contre les parasites. Quand l'eau est polluée, on prend ça et ça tue les parasites. Entre le bitume et la rivière, les colons, soutenus par les autorités, se sont installés sur les territoires protégés des Indiens. Pourtant, il est clairement écrit sur cette stèle que cette terre sacrée doit rester vierge. Devant la maison d'un colon, Albertine, une indienne Aquarunas, voit ses terres disparues. Un face-à-face entre la sauvegarde d'une culture et les besoins d'une population appauvrie. Nous avons habité ici. Nos grands-parents sont enterrés ici. Pourquoi donner ces terres à quelqu'un d'autre et pas à nous? Nous sommes des gens qui adorons la jungle. Nous savons la préserver. Pourquoi les gens qui ne la connaissent pas viennent ici et la détruisent? Je viens du sud du pays. Je suis venu ici pour travailler. Mon métier, c'est agriculteur. L'État nous a donné le terrain à mon beau-père et à moi, et je ne fais que le cultiver. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les autorités ne vous donnent pas de territoire, les colons ne vous laissent pas passer, il n'y a plus d'eau potable. Qu'est-ce que vous allez faire? On va les tuer. On va les éliminer. S'il n'y a pas une autre solution, nous, on va tuer. S'ils nous tuent, nous aussi, on va tuer. Nous, on veut gérer ce territoire pour vivre libre, pour avoir de l'eau potable et assurer notre survie, pour vivre tranquille, pour ne pas avoir de problème avec les colons. Avec Albertine et tout ça, pour voir un petit peu ce qu'il en est, quels sont les accès qui sont possibles et s'il y a une négociation possible surtout.
Albertine Nanchijam est une figure nationale de la résistance indienne et la porte-parole des Indiens à Waroun. Une amie d'Hélène aussi. Avec son soutien, elle espère négocier auprès des autorités indigènes un passage pour ses singes. Elle mène le même combat, sans forêt, plus de singes. Donc les routes, elles sont bloquées. Il semblerait qu'il y ait eu des négociations sur Tarapoto, donc on pourrait déjà avancer sur une partie du terrain, mais après on ne sait plus. Bien sûr, ils ont entièrement raison. C'est absolument invraisemblable que l'Amazonie soit un endroit qui soit, à une époque où on parle partout, dans le monde entier, de changement climatique, de l'importance de conserver les forêts tropicales, de l'importance de la biodiversité, comment ne pas être d'accord avec eux? Bien entendu, bien évidemment. Ahora cómo está. Ahora, antiguamente no fue así. Era lleno de pájaros, de aves, que cantaban las ranas, que cantaban los aves, los monos. Y ahora no escuchamos nada. Ya no hay nada. Entonces nada más queda recuerdos. Una memoria dentro de nuestro corazón. Que quiere escuchar al voz indígena, que quiere escuchar al bosque. ¿Hasta dónde estás dispuestas a ir para defender tu bosque? Yo estoy dispuesta, hasta quizás nosotros decimos, terminaremos hasta morir, porque eso es... ¡Que viva la huelga! Mais la révolte indienne stoppe le convoi. Le mouvement s'est durci. Oh là là, les camions et tout. Sur ces routes, les affrontements avec la police ont déjà fait plus de 40 morts. Pour les communautés indigènes, c'est le combat de la dernière chance. Un cri d'alarme lancé au monde pour ne pas voir leur Amazonie transformé en un champ de pétrole. Voilà, c'était pas le dernier barrage. Il y en a quelques-uns avec des camions bloqués, je sais pas depuis combien de temps. C'est compliqué, hein. Ouh là là, c'est un mouvement très dur. Los pueblos indígenas estamos en pie de lucha hasta conseguir, no vamos a dar paso atrás hasta conseguir la victoria. Si se vende nuestro presidente, ¿dónde vamos a cosechar nosotros? Como indios, ahí encontramos que comer, gallampa, pescado, tamish. Nos encontramos es todo. Nosotros como indios, en nuestro mercado central, en nuestro montaña. La selva es nuestra. Albertina Nanchiram-Tuwit est une Aguaruna, l'une des ambassadrices des Indiens d'Amazonie. Albertina, elle est en train de prévenir la forêt et les animaux de notre arrivée. Elle leur dit qu'on est là en amis et qu'on ne va pas leur faire de mal. Depuis 30 ans, Albertina voit la forêt et les animaux disparaître. Peu à peu, les racines et l'avenir de son peuple s'évanouissent. Aujourd'hui, elle se bat aux côtés de son amie Hélène pour sauver les singes laineux. Albertina, tu es née dans cette forêt, tu y as passé ton enfance. Alors cette forêt, c'est un peu une partie de toi. Oui, la forêt a toujours été un refuge pour nous. Quand j'étais enfant, j'aimais m'y retrouver, je m'y sentais bien. Le spectacle des animaux et des oiseaux m'émerveillait. J'ai toujours été persuadée que cette nature avait un secret, que ces animaux avaient un langage bien à eux. J'imaginais que tous ces oiseaux chantaient pour moi. Cette forêt est comme un livre. Quand tu l'ouvres, il te raconte des choses que tu dois écouter. Il faut apprendre à capter son message. Le monde ne doit pas seulement se préoccuper de questions matérielles. Nous devons tous respecter la forêt, car la nature a encore bien des choses à nous apprendre. Les Indiens et les singes laineux partagent le même combat, les mêmes intérêts. Pour vivre, ils ont besoin de cette forêt et de ses ressources. Cette forêt est essentielle. Avec cette plante, par exemple,
Tu peux soigner les douleurs liées à l'inflammation du foie. Il suffit d'en couper 3 petites feuilles, pas plus, et surtout, ne pas arracher toute la plante. C'est important de respecter ces plantes. Elles sont là aussi pour veiller sur nous, tout comme nous devons veiller sur elles. Ces bromélias sont une source d'eau pour les singes laineux à queue dorée. Donc quand il pleut, les feuilles servent de réservoir et les animaux peuvent venir boire. Les orchidées aussi sont importantes, puisqu'en fait, les singes laineux mangent les fleurs. C'est pour toutes ces raisons que nous adorons cette forêt. La forêt ne parle pas comme nous, mais elle se manifeste sous des formes très diverses. Elle nous envoie des messages, c'est pour ça que nous la respectons. Cette forêt, c'est notre vie. Un peu à l'écart, Albertina s'est mise à pleurer. Je suis bouleversée par son appel au secours. Son chant, celui de tout un peuple, trouvera-t-il enfin un écho? Voilà. Bon, c'est un peu difficile de reprendre la parole après ça. Si on veut comprendre l'action et la dimension d'Albertina, il faut resituer dans son contexte. Donc on va regarder la diapo suivante. Voilà, quand je suis arrivée donc en Amazonie en 1994, ce sont ces cartes-là que j'avais trouvées en ce qui concerne la carte ethno-linguistique. Donc vous voyez, il y a environ 72 ethnies différentes au Pérou. Et à côté, la carte de la pauvreté. Et à cette époque, ces 2 cartes se superposaient quasiment parfaitement. Eh bien, 30 ans plus tard, elles continuent de se superposer de manière quasiment identique, avec peu de modifications. Les modifications qu'il y a, elles touchent les peuples autochtones qui sont les plus nombreux et qui sont surtout les mieux organisés, à savoir les Jivaros, précisément, les Shipibo et les Achaninkas, qui sont ceux qui ont obtenu le plus de services. Je crois qu'ensuite, on a une image des services. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Voilà, alors à l'heure actuelle, il y a plus de 250 conflits d'origine environnementale. Donc ça veut dire des compagnies pétrolières, des compagnies forestières qui viennent sur les territoires indigènes et qui provoquent évidemment des désastres divers. Il y a depuis la Constitution de 1993 un affaiblissement de la protection juridique et à l'heure actuelle une expansion encore des cultures de coca et des concessions pétrolières. Ensuite, on a un rapport de l'ONU sur l'image suivante, Carlos. Voilà, c'est Michel Frost, qui était rapporteur à l'ONU, qui a établi qu'entre 2009 et 2019, donc en 10 ans, il y a eu 2000 leaders indigènes assassinés. Bien entendu, des gens qui défendaient leur territoire, puisque le système, c'est que beaucoup de ces terres-là ne sont pas encore titularisées, et dès l'instant où le processus administratif est en cours, s'il y a le meurtre de ceux qui travaillent à cette titularisation, le processus est enrayé. Donc effectivement, les gens arrivent d'abord, se présentent comme des agriculteurs, et puis finalement ce sont des gens qui cultivent la coca, donc des narcotrafiquants, et se frotter aux narcotrafiquants au Pérou, c'est fortement déconseillé. Voilà. Donc ensuite, on a un tableau qui concerne les services qui sont à la disposition des communautés indigènes. Donc vous voyez, il y en a 60% qui n'ont ni eau de puits, ni réseau d'eau publique, 64% qui n'ont ni électricité, ni panneaux solaires. Au niveau de la santé, 67% ne disposent d'aucun établissement de santé. Pour l'éducation bilingue, par contre, il y a 93% pour la primaire et la maternelle, mais 1% seulement peuvent accéder au secondaire. Quant au voie de communication, 70% des communautés sont sans communication. Et nous, qui vivons avec Carlos chez les Cucama-Cucamiria, ce sont les voies fluviales. Et donc, nous sommes à 5 heures de la ville la plus proche, et donc il est déconseillé d'avoir une hémorragie dans ces endroits-là. Voilà, on va passer maintenant aux représentations donc, de l'Indien et de la forêt amazonienne. Donc ça, c'est un travail que j'ai fait il y a une trentaine d'années. Ça commence à faire beaucoup. Et dans lesquels j'ai travaillé surtout sur la presse et sur les manuels scolaires. Donc on a une vision de la forêt qui rejoint la vision de l'Indien. C'est-à-dire que c'est un monde hostile,
qu'il faut vaincre, qu'il faut exploiter, au même titre qu'il faut civiliser les Indiens. Et ils constituent tous les deux, forêt comme Indiens, ils constituent un obstacle au progrès. Voilà. Donc la forêt, elle est là pour produire. Hein, c'est une vision donc très, très matérialiste. Et Kopenawa, qui est le chef, un grand chef Yanomami du Brésil, il appelle les Blancs le peuple de la marchandise. Voilà, donc la forêt est quelque chose de considéré comme quelque chose qui doit rapporter. Et justement, on a une photo, pour vous donner une idée, ici, je ne sais pas si on arrive à lire, c'est en espagnol en plus, donc sur cette photo-là, c'est un manuel scolaire donc, de 1995. C'est pas très très vieux. En tout cas, ça a formé la sensibilité des Péruviens non indigènes et des élites surtout, dans lesquels qu'est-ce qu'il est dit? Eh bien, il est dit d'abord, ces populations manifestent leur primitivisme en vivant au bord des fleuves. C'est un signe de primitif. Bon. Et par ailleurs, ils se consacrent à faire la guerre, portés par la nécessité de voler des aliments, d'obtenir des femmes et des enfants pour leur service, ou simplement tuer des gens de manière à satisfaire leurs instincts. Voilà ce qu'on apprend dans les manuels scolaires 1995, et ce qui expliquera évidemment beaucoup de choses quant aux mesures qui sont prises envers les indigènes, qui sont considérés, vous le verrez dans la bouche de dirigeants politiques, comme des citoyens de seconde zone. Donc on est face à deux visions du monde. Je crois qu'on peut passer à la suivante, Carlos. Alors ici, vous avez, toujours dans un manuel scolaire, celui qui ne participe pas à la ruche n'a pas le droit de goûter le miel. Je crois que c'est une phrase que Lénine a prononcée. Donc on est vraiment dans le productivisme. Et ça, c'est un argument qui est utilisé par beaucoup de non-indigènes qui vont dire que, bah oui, mais ce sont des gens qui ne produisent pas, donc ce sont des inutiles, donc leur terre, il vaudrait mieux que nous on s'en occupe, puisque eux ne s'en occupent pas. Voilà. Ensuite de quoi on a aussi une autre partie sur... il y a des... Ah ben oui, voilà. Donc ça justifie le discours donc, du président de la République, de Alan Garcia, qui dit je vous laisse lire, il y a des millions d'hectares de bois qui ne servent à rien, que les indigènes indolents ne cultiveront jamais. Combien de fleuves sans barrage électrique, combien de richesses minières et de pétrole qui dorment sous la terre. Ils ne veulent pas travailler et ils ne veulent pas laisser les autres travailler. Ils représentent le passé et non le futur du Pérou. Ce sont des citoyens de seconde catégorie. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui a été dit en 2008, je crois. Hein. Donc, vous voyez l'influence de toutes ces visions-là. Ensuite de quoi, on a ici Fitzcarraldo, qui est le grand héros qu'on trouve dans tous les manuels scolaires, puisque c'est au XIXe siècle, celui qui est un explorateur d'origine américaine mais péruvien, et qui a donc ouvert des voies de communication au Pérou, et surtout ouvert la voie au fameux boom du caoutchouc. Et ce boom du caoutchouc, ça a signifié des dizaines de milliers d'indigènes réduits en esclavage, et on considère qu'il y a 300 000 Indiens qui sont morts pendant cette période du boom du caoutchouc. Donc, il est porté au nu parce qu'il a civilisé cette zone-là, qui était une zone considérée comme hostile. Mais en même temps, lorsque Herzog vient tourner son film de Fitzcarrald en 1979, eh bien les Jivaros lui interdisent leur terre et le prix d'aller filmer ailleurs. Et c'est à cette occasion-là que va se former la fédération Aguaruna Wambisa et qui sera à l'origine de tous les mouvements de fédérations et d'associations indigènes dans les années 80. Voilà. Ensuite de quoi, passe à l'image suivante, on a donc deux visions du monde. Donc une qu'on ne connaît que trop bien, qui est la vision bien sûr extractiviste, dans laquelle la forêt est considérée comme un potentiel économique à exploiter. Et puis, que vous dire, oui, c'est une vision qui est orientée vers le futur, vers la production, et du coup, l'Indien, lui, est relégué au passé, à l'immobilisme, à l'inutilité.
Voilà. Et c'est intéressant de voir que Nicolas Boursier, dans son livre qui s'appelle « Les Amazoniens en sursis », il dit « Les élites qui ont exterminé les Indiens dans le passé souhaitent faire exactement la même chose maintenant, particulièrement pour s'accaparer leurs terres et extraire leurs ressources. » Et puis, Albertina a sur ce monde-là un regard. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit « Ils ne voyaient pas les forêts, les rivières, les poissons et les oiseaux, encore moins nous, les indigènes. Ils ne voyaient que l'argent. » Alors pour les indigènes, c'est une vision qui est symbiotique, c'est un sentiment d'appartenance, c'est un lien vital, c'est un lien de parenté, on pourrait dire. Donc automatiquement, ça va générer, c'est un terrain de combat, ces deux visions. La forêt, c'est un terrain de combat pour deux visions du monde qui sont radicalement opposées. Vous avez une autre phrase d'Albertina qui traduit bien cette notion un peu de symbiose avec leur univers. Elle dit « De mon enfance, je me souviens d'abord du souffle qui parcourait la forêt autour de nous. Ça, tout. C'est la première chose dont je me souvienne, quelque chose qui n'a pas de date. Et au-dessus de ma tête, le mouvement des grands feuillages qui se confond avec le visage de ma mère. Le silence n'est pas le silence. Il semble qu'il y ait quelqu'un qui siffle tout doucement. Ça, tout. » Ensuite de quoi, nous avons la partie... il faut quand même que je vous parle un petit peu des Jivaros. Alors, ils sont dans le nord-est du Pérou, entre le Pérou, entre le Pérou et l'Équateur. Et si vous voulez, ce qui est remarquable, c'est que alors que la majorité des populations autochtones ont intériorisé un sentiment d'infériorité, alors les Jivaros, pas du tout. Pas du tout, ils ont un grand sens de leurs valeurs, une haute opinion d'eux-mêmes, sens de la dignité. Et donc, ils ont conservé une culture vivante, et en particulier la langue. Et la langue, ça veut dire le maintien de connaissances, le maintien d'un sentiment d'identification avec la forêt. Et donc, c'est une population qui représente une chance, finalement, pour toute cette défense donc, de la forêt. Et il y a un état d'esprit qui est toujours prêt chez les Jivaros à affronter l'adversité. Voilà. Je parle des femmes Jivaros et de la forêt parce que c'est important par rapport donc à Albertina aussi. Le lien des femmes Jivaros avec le vivant, c'est conçu comme un lien de consanguin. Quand elles parlent de leurs plantes, elles parlent de mes petits-enfants. De la terre, c'est ma mère. Les animaux qui sont élevés, les animaux orphelins qui sont élevés dans les maisons sont traités comme les enfants. Et parfois même allaités. Je crois qu'il y a quelques images en dessous. Voilà, ils sont parfois même allaités. Donc pour dire la symbiose qu'il peut y avoir. Ce sont donc des sociétés animistes dans lesquelles il y a une identification profonde au vivant. Albertina, elle raconte que sa grand-mère Inchik, qui élevait des loutres, auxquelles elle apprenait à pêcher pour elle, elle dit, sa grand-mère Inchik donc disait, ma grand-mère Inchik disait, quand la rivière descend, elle fait king, king, king. Quand je vois la rivière, je me sens rivière. Quand j'entre dans la rivière, je sais que je suis l'eau. Enfin bon, pour revenir à Albertina, c'est une vocation précoce, dans laquelle il y a un immense élan mystique envers la forêt. Et il y a aussi, face aux mauvais traitements infligés, il y a une obsession de voir comment elle va pouvoir faire que les femmes cessent d'être frappées et comment elles vont pouvoir obtenir une place et ne plus se tenir, selon son expression, sous l'aisselle de l'homme. Donc, c'est son contact avec le monde non indigène, puisque dans son enfance, elle a été placée dans une famille où elle a été réduite en esclavage. C'est ce contact avec ce monde non indigène qui lui permet de communiquer entre les deux rives du fleuve, comme elle dit, puisqu'elle parle l'espagnol. Mais c'est surtout son expérience spirituelle qui va être déterminante, puisque dans la société Jivaro, l'individu est dans une situation extrêmement instable au niveau des liens sociaux et affectifs, parce que même des parents proches peuvent devenir, au gré d'alliances fluctuantes, peuvent devenir des gens à abattre. Donc il y a une grande incertitude, et par rapport à ça, l'individu, homme ou femme, va chercher la vision de la Rutap. Donc ça, ce sont des recherches mystiques dans la forêt, dans lesquelles on cherche l'apparition d'un guerrier mort qui va apparaître sous la forme d'un jaguar, d'un aigle, généralement d'un anaconda, et qui va donc être une apparition effrayante. Mais si celui qui cherche la vision
peut affronter ses peurs et donc toucher cette apparition avec son bâton de voyage, à ce moment-là, on lui délivrera un message verbal et qui va lui donner un cap existentiel, qui va le conforter dans son identité, qui va le conforter dans sa vocation. Et Albertina a eu ces visions-là. Donc elle considérait que ces visions-là étaient ce qui lui donnait une forme d'invincibilité. Elle était convaincue d'avoir une destinée exemplaire. Et elle me disait qu'elle considérait que même après sa mort, elle ne serait pas vaincue parce qu'elle était comme les grands guerriers, elle avait eu une vie digne de biographie. Donc voilà, vous savez maintenant les mémoires d'une femme Givaro pour rentrer plus avant dans l'histoire de sa vie. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et si vous avez quelques questions, ce sera...